On va bientôt conclure, mais je crois qu'on va passer à un risque 5 finalement, qu'on a identifié également. Donc, on a pu balayer justement l'ensemble des 4 risques. Maintenant, il faut aussi peut-être identifier un 5e top risque. Aujourd'hui, est-ce que sur la partie résilience de la donnée, Franck, tu as quelque chose à dire en plus finalement de ce qu'on a déjà vu? En fait, ce risque-là, il est un peu un risque chapeau en fait qui est inhérent à tout grand programme de transformation dès lors qu'il prend beaucoup de temps, qui mobilise beaucoup de personnes, tant côté métier que côté SI, et donc il faut pouvoir garantir que à la fin du programme de transformation, on va bien sécuriser les bénéfices qu'on attendait au début. Et qu'on ne se retrouve pas avec un décalage entre ce que l'on perçoit comme valeur ajoutée réelle par rapport à ce que l'on imaginait avoir au départ. Là encore, d'un point de vue métier, ça nécessite effectivement d'organiser toute une couche de pilotage et d'avoir des méthodologies en fait de pilotage régulières qui impliquent l'ensemble des métiers et des acteurs qui vont organiser ce programme de transformation et qui vont à chaque fois mesurer en fait l'avancement et pouvoir valider et décider quand il y a un risque de ne pas arriver soit à tenir les délais, soit à tenir le contenu, de pouvoir décider en connaissance de cause et faire en sorte que bien avant la fin du programme, on arrive à maîtriser, à anticiper, à comprendre l'état d'achèvement et la finalité de ce que l'on aura. Voilà, ça fait partie en fait je dirais des services que l'on amène régulièrement auprès de nos clients dans le cadre de ces programmes de transformation, voilà, et qui permettent au final de garantir que on a bien ce que l'on attendait au départ. Et donc Yves, comment finalement on peut s'assurer que les promesses du début de projet, une fois cette transformation réussie, est-ce qu'elle est réussie et comment on mesure, une fois que cette transformation est exécutée, comment on va mesurer finalement les gains à long terme? Si je reviens à ton introduction, tu sais que vous avez évoqué tous deux que aller maîtriser, calculer le ROI, c'était pas simple. L'idée, c'est faut avoir une approche aussi factuelle pour arriver à mesurer l'adoption, les gains qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Là, j'en reviens au bloc de Business Process Management avec Signavio, pour lequel tu as fait un zoom tout à l'heure, Vincent. L'idée, c'est de pouvoir dire, en aval de la transformation, la solution, elle est live. On a de la donnée. On est capable de l'exploiter. Cette donnée-là, elle va nous permettre de nous informer sur plusieurs éléments clés. 1, l'adoption. Est-ce que les utilisateurs que j'ai ciblés, les populations ciblées, utilisent la solution en quantité, mais également en qualité? Est-ce que les processus que j'ai modélisés en amont du projet, en cadrage, pendant le design du projet, et qui sont réellement exécutés aujourd'hui, est-ce qu'on les exécute comme on devrait le faire? Je reprends le contexte du groupe qui se déploie à l'international. On est dans une stratégie de croissance externe, on achète, on fait des acquisitions d'entités. Est-ce que les entités que j'achète dans des pays éloignés, sur lesquels j'ai pas forcément un contrôle géographique au début, dès qu'elles sont déployées, et qui vont utiliser ma solution, est-ce qu'elles exécutent bien, à l'autre bout du monde, les solutions et les processus qu'on a mis en place? Donc là, Signavio, le Business Process Management, et derrière, en fonction des diagnostics qu'on fait, c'est peut-être pas bien adopté, ou peut-être qu'on a encore je fais pas bien de la mécanique, mais on dit comment là, les tours de vis? Tours de vis, ouais, vraiment. Donc des tours de vis à mettre en place, et derrière, on est capable d'aller faire de l'amélioration continue, parce qu'on sait factuellement où est-ce qu'on a des zones d'ombre ou des zones d'inefficience. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième sujet autour du run, je crois qu'on a plus qu'évoqué jusqu'à maintenant tous les gains liés à une offre, à un fonctionnement demain en mode de cloud, que ce soit au niveau de tout ce qui va être la sécurité, la résilience, toute la gestion autour de toutes les couches. L'idée, c'est de permettre à nos clients de dormir sur leurs deux oreilles d'un point de vue demain exécution d'un système en mode cloud. Donc, je fais maintenant la transition avec Rise with SAP. Rise with SAP, c'est une offre de transformation. Pour faire quoi?
Vous voyez le bloc de gauche, un ERP de dernière génération. Vous apportez S4HANA dans le cloud. Tu as évoqué tout à l'heure les hyperscalers. Nous avons noué des partenariats avec des hyperscalers, dont Microsoft, pour pouvoir vous proposer la mise en œuvre de paysages dans le cloud, avec des architectures de référence sécurisées de la tête en pied, avec toutes les couches qu'on a évoquées, des couches basses jusqu'aux couches hautes. Et après, on revient pas également dessus, tous les gains liés au modèle cloud, avec la scalabilité et l'industrialisation des activités techniques qui sont nécessaires pour faire tourner ces systèmes en mode cloud. Et ce qui est important, et ce que vous pourrez constater également dans le mode d'engagement de SAP, c'est que donc nous vous délivrons un ERP dans le cloud sous forme de service. C'est-à-dire qu'au travers d'un contrat, d'une offre et d'un SLA unique, nous incluons l'ensemble des technologies, des services de nos partenaires pour mettre à disposition techniquement les applications pour nos clients. Donc, on est sur on a parlé OPEX et CAPEX également tout à l'heure, on est sous des nouveaux modes de consommation en mode OPEX. Donc, voilà un petit peu sur les aspects offre. Et après, il n'y a pas que l'offre de transformation, il y a les aspects mis en œuvre également. Il faut quand même un intégrateur, un partenaire pour accompagner le geste. Alors, de la même manière que finalement, SAP a construit une offre bundlée avec plein de services à l'intérieur, et qui sont des services très technologiques, des best practices métiers. De la même manière, nous, dans nos pratiques d'intégration, on a un apport méthodologique fort avec des retours d'expérience qu'on essaye d'industrialiser pour nos clients, et notamment sur des choses qui vont aider à faire gagner du temps. Donc pendant, par exemple, la phase de migration, s'assurer que les données qui vont être copiées d'un système à l'autre sont intègres et qu'on n'ait pas à le vérifier à la main. Donc c'est là aussi, on va refaire intervenir soit des outils de testing, soit des développements spécifiques qui vont permettre ces comparaisons. L'idée aussi, et on a beaucoup parlé de sujets d'adoption, on est sur une nouvelle solution pour transformer une entreprise. Il faut qu'il y ait une adoption de la solution au service de cette transformation. Donc là, souvent, ce qui manque dans les programmes, c'est, tu le disais tout à l'heure, déployer en mode cloud, c'est aussi pouvoir montrer rapidement les bénéfices. Donc nous, on a par exemple des approches qu'on appelle des approches de bootcamp, où on va réunir les personnes du métier pour leur montrer ce qu'ils font aujourd'hui, ce qui se fait de mieux dans leur industrie, et comment demain ils vont pouvoir effectivement exécuter des processus, travailler sur la solution de façon beaucoup plus efficace en bénéficiant justement de tous les best practices de l'industrie. Donc l'idée, c'est aussi dans le cadre de ces migrations, transformations de systèmes SAP dans le cloud, qu'on apporte à la fois de la méthodologie, du retour d'expérience, bien sûr de la compétence, pour faire en sorte que la promesse soit effectivement atteinte. Voilà. Peut-être un petit mot de conclusion, Pierre-François, qui aime bien philosopher sur les avions, peut-être que tu veux dire quelque chose? Oui, très volontiers. Moi, je dirais que tout ce qu'on a dit là, ça revient quand même à faire confiance, parce que le risque qu'on veut éviter, c'est on va faire confiance à quelqu'un pour nous aider à l'éviter. Et je pense que la qualité de l'écosystème est très importante. On peut avoir des systèmes de résilience, des systèmes de sécurité. Si on fait de l'improvisation au moment de la mise en œuvre, on risque plus de se casser la figure que d'avoir évité le problème qui peut-être ne serait jamais arrivé. Donc, je confierai jamais à un étudiant d'école de commerce la mise en place d'un ABS sur ma voiture. Et quand il s'agit d'Azure, quand il s'agit de Teamwork, quand il s'agit de SAP, à chaque fois, on a fait, pour ce panel, mais dans des projets, le choix d'acteurs qui sont hyper spécialisés, qui ont la connaissance des problèmes de façon historique, parce qu'il y a un retour d'expérience, et tu l'as dit très souvent, retour d'expérience, quand vous choisirez des partenaires pour exécuter une migration dans le cloud, surtout faites attention à la qualité de ces partenaires, le track of record, combien de fois ils l'ont fait, combien de leurs clients témoignent en leur faveur, c'est très important. Si on met en place un système de résilience et de sécurité qui est mal paramétré, on va oublier d'ouvrir le cockpit, on va mettre le siège éjectable et là on aura une catastrophe. Donc il faudrait même préférer moins se sécuriser avec des gens plus sérieux, mais alors quand on a le top, quand on a les plus sécurisés et les plus compétents, on a une migration dans le cloud qui va se passer avec SAP super bien. Merci pour cette conclusion. Merci à tous pour vos interventions. C'était passionnant. J'ai pris beaucoup de plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bonne journée.